Depuis très longtemps, les hommes ont regardé vers le ciel pour se diriger. Et aujourd'hui, les informations venant des étoiles ont atteint une précision jusqu'alors inégalée grâce aux satellites. Vous connaissez cette technologie, cela s'appelle le GPS. Vous en avez peut-être un dans votre voiture ou dans votre poche lorsque vous faites de la marche à pied. Mais savez-vous comment fonctionne le système industriel et financier qui soutient cette technologie ? Ou bien encore l'ampleur de la rivalité entre Américains et Européens sur ces systèmes de localisation. Eh bien, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui. GPS, cela veut dire Global Positioning System. Et au départ, ce système est une initiative américaine datant des années 1970, le Pentagone venant placer en orbite des satellites pour que la marine américaine, les forces aériennes, les troupes terrestres puissent être dotés de moyens de transmission et de positionnement identiques et coordonnés. Communiquer et savoir où l'on se trouve, c'est évidemment crucial lorsque l'on fait la guerre ou même seulement des manœuvres. Et depuis une quinzaine d'années, les applications se sont étendues au domaine civil. Le GPS est devenu presque un objet usuel, donc essayons de comprendre comment ça marche et à quoi ça sert. Alors qu'un avion de ligne vole à une altitude de 10 km, les satellites sont placés sur des orbites à une altitude moyenne de 20 000 km. Et au sol, le GPS, c'est-à-dire le récepteur que possède l'utilisateur, capte les signaux des satellites. Car nous avons tous besoin, et tout le temps, de 3 dimensions pour nous positionner dans l'espace. La longitude, la latitude et l'altitude, que l'on exprime la plupart du temps sous forme de coordonnées X, Y et Z. Le GPS doit donc fournir ces 3 valeurs, et pour cela, l'utilisateur sur Terre doit être vu d'au moins 4 satellites en même temps. Mais pourquoi 4 satellites ? Eh bien parce qu'à ces 3 valeurs, latitude, longitude, altitude, s'ajoute une 4e, la dimension temporelle, la vitesse de déplacement de l'utilisateur. Les satellites ont donc à leur bord ce qu'on appelle une horloge atomique, donc à précision maximale, pour donner la mesure du temps. Car une condition à ce calcul de la position que l'on occupe sur la Terre est la synchronisation des satellites entre eux, avec une référence au temps universel dit UTC, c'est-à-dire Universal Time Coordinate. Donc si on veut que chaque récepteur, en n'importe quel point du globe, puisse être vu d'au moins 4 satellites, il faut une véritable flotte de satellites. Eh bien, le système nord-américain en comprend 24, placés sur 6 orbites différentes, et ils émettent en permanence un signal composé de leur localisation dans l'espace et du temps délivré par leur horloge atomique. Ces émissions sont portées par des ondes électromagnétiques qui se déplacent dans l'espace à la vitesse de la lumière pour aller du satellite à l'utilisateur, soit 300 000 km par seconde. D'ailleurs, ce sont les mêmes ondes que celles utilisées par la radio ou la télévision. Et enfin, au sol, les récepteurs GPS ont tous des mini-calculateurs intégrés pour restituer ces calculs complexes. En quelques années, tout le monde s'est habitué à ce système, les utilisations sont très variées. La plus connue, c'est donc le guidage des voitures jusqu'au point de destination affiché, des avions, militaires ou commerciaux, ou des cargos. Mais il y a aussi la gestion de flottes d'autobus ou de navires de pêche, les équipes de pompiers, le positionnement des touristes en mer ou en montagne, ou bien maintenant le suivi de personnes âgées ou handicapées. Dernier paramètre à connaître, les performances du système sont identiques pour tous les GPS du monde entier. Et le nombre d'utilisateurs du système est illimité, c'est-à-dire que le système ne peut jamais être saturé. Voilà donc à peu près où nous en sommes aujourd'hui. Ce système est devenu tout à fait central au fonctionnement de nos sociétés, au point que GPS est devenu un nom commun. Le problème, c'est que cela concerne des informations tout à fait stratégiques et qu'il n'y a qu'un seul système de ce type, et qu'il est américain. Une fois encore, les États-Unis ont une avance technologique de 10, voire de 20 ans. Donc je voudrais maintenant vous parler du système concurrent en gestation depuis longtemps, c'est le système Galileo. Galileo, c'est un projet européen. C'est-à-dire que l'Union européenne a la responsabilité politique du programme, les États financent, et l'Agence spatiale européenne se charge de la définition technique des phases de développement,
puis de la gestion, à terme, du système. Galileo n'est techniquement pas très différent du système GPS américain. Il est basé sur une constellation de 30 satellites, avec au sol des stations terrestres assurant la gestion du système, et il va pouvoir proposer plusieurs niveaux de service, plus ou moins restreints selon les utilisateurs, plus ou moins payants, et avec des résolutions plus ou moins précises. Allant du service de base, gratuit, destiné à des applications générales, grand public, ou bien des applications commerciales d'une résolution d'environ 4 mètres, comme la gestion de flottes de livreurs, jusqu'à un service à haute qualité technique pour tout ce qui est sécurité, comme la navigation aérienne ou maritime, ou bien l'assistance à situation de détresse. Et puis enfin, le système peut fournir une résolution de 10 cm, résistant au brouillage, pour répondre à des commandes gouvernementales destinées à la police, aux pompiers, aux douanes, ou bien pour la gestion des frontières. Comme Galileo entend fournir, je cite, un système civil européen pour un service public mondial, l'enjeu est largement économique. Quelques 3 milliards de récepteurs pourraient être en service dans une dizaine d'années. Et un tel développement industriel pourrait créer quelques 140 000 emplois en Europe. Alors, en regroupant les compétences industrielles de plusieurs États membres de l'Union, l'industrie européenne maîtrise toutes ces technologies. Elle sait construire et lancer des véhicules spatiaux, elle a les techniques de télécommunication, tout cela, l'Europe sait faire. Et pourtant, cela bloque. Au sens propre et au sens figuré du terme, Galileo ne décolle pas. Pour au moins 3 raisons. Pour des raisons financières globales, le programme coûte entre 3 et 4 milliards d'euros pour le développement des 30 satellites et des stations au sol, et pourtant cela ne représente finalement que le coût du tunnel TGV entre Lyon et Turin. Cela bloque aussi pour des raisons institutionnelles, c'est-à-dire quel pays de l'Union aura la maîtrise d'œuvre du projet, quels seront les retours sur investissement en fonction de la contribution financière au projet. Et puis cela bloque aussi pour des raisons politiques, c'est-à-dire quel type de lien va-t-on conserver avec les États-Unis? Eh bien, les réponses divergent beaucoup au sein de l'Union européenne à 27. Les pays les plus atlantistes freinent le projet, tels le Royaume-Uni ou les Pays-Bas. D'autres sont tout à fait en faveur du projet, comme la France, l'Espagne, l'Italie. Les pays neutres hésitent en permanence, l'Autriche, la Suède, le Danemark. Et enfin, et là c'est plus embêtant, il y a le cas de l'Allemagne, qui balance entre 2 fidélités, soucieuse à la fois de ses intérêts européens et de ses liens avec les États-Unis. Alors on l'a compris, les États de l'Union se trouvent dans une situation de double dépendance à l'égard du système GPS américain. D'abord, les États-Unis disposent du monopole mondial dans ce domaine, on l'a vu, et puis ensuite le système est sous le contrôle du département américain de la Défense. Il est donc tout à fait possible soit de faire payer des services qui étaient jusqu'alors gratuits, soit de dégrader la qualité technique du signal ou même de l'interrompre totalement. On l'a compris, l'espace est un multiplicateur de puissance, donc un outil pour augmenter la stature politique de l'Union dans le monde. La Chine, l'Ukraine, l'Inde, Israël, le Maroc ont signé des accords de participation pour le développement de Galileo, c'est-à-dire pour pouvoir sortir vers 2015 de cette dépendance vis-à-vis des États-Unis. La question est donc tout à fait stratégique et Galileo symbolise en fait le passage à un système international multipolaire. Voilà, vous voyez, ce débat sur l'Europe spatiale est complexe parce qu'il interroge le projet même de l'Union européenne. Les institutions, la défense, le budget, le lien transatlantique et le volontarisme politique, c'est-à-dire la capacité de l'Union de se penser autonome et puissante ou pas. Sur ce thème de l'utilisation de l'espace, vous pouvez lire un petit livre qui s'appelle GPS et Galileo, système de navigation par satellite. C'est un petit livre à la fois technique et extrêmement clair de Jean-Marc Pieplu aux éditions Erol. Vous pouvez aussi approfondir la question en lisant le livre blanc sur la politique étrangère et européenne. C'est le livre blanc de la France, piloté par Louis Schweitzer et Alain Juppé, édité à la Documentation française. Et puis vous avez un état de la mondialisation en 2009, c'est un hors-série du série et de alternatives internationales. Et puis nous avons une webographie assez importante sur ces questions d'utilisation de l'espace. Vous pouvez
la retrouver sur le site du Dessous des cartes, arte.tv, ainsi que des références d'ouvrages en langue allemande. Je vous rappelle que l'émission est désormais diffusée en France le mardi autour de 22h30 et en Allemagne toujours au même horaire, c'est-à-dire le samedi à 20h.